Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Mathieu Varny, je suis médecin de santé publique au CHU de Nantes et ingénieur système d'information de formation initiale. On a fait ce travail avec toute l'équipe que vous voyez là, bon, qui n'est pas vraiment responsable de la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, mais au moins vous avez les noms. Et ils sont nommés là parce qu'ils ont fortement contribué par contre à la publication autour de laquelle se centre ce travail. Voici mes déclarations d'intérêt, rien en lien avec le projet HippoBeta qui est présenté aujourd'hui, puisque tout a été financé soit par le CHU de Nantes sur fonds propres, soit par le RHU Chopin et donc l'Agence nationale de la recherche, portée par Bertrand Cariou, qui est professeur au CHU de Nantes. Ce travail a donné lieu à cette publication que je vous présente ici, donc avec les mêmes noms que vous venez de voir tout à l'heure. Et on reprend ce terme qui, je sais bien, est un peu barbare, primary hypocholestérolémia, donc l'hypocholestérolémie primaire est associée à un risque accru de complications hépatiques. Et ici, qu'on va parler de complications hépatiques, c'est à dire cirrhose décompensée, donc une forme très grave de cirrhose, ou carcinome hépatocellulaire, donc une tumeur primitive au niveau du foie. Et associé à cette publication, il y avait ce résumé graphique qui vous donnait en une image le résultat principal, qui était de regarder d'une part les personnes qui ont un cholestérol tout à fait normal, je vais revenir dessus, et des personnes qui ont un cholestérol très bas. On a comparé ces deux populations en ajustant ou en éliminant certains facteurs, et on a observé que ceux qui avaient un LDL cholestérol bas avaient un surrisque de cirrhose et de cancer du foie. Donc, on aurait pu faire encore pire que parler d'hypocholestérolémie, on aurait pu parler d'hypobêta-lipoprotéinémie. Je vais utiliser le terme HBL pour la suite de cette présentation. En fait, c'est une définition purement statistique, donc la quantité de cette caractéristique ne va pas varier dans le temps puisque c'est défini par le 5e percentile de la population, c'est-à-dire que par construction, tous ceux qui ont le cholestérol le plus bas, pour 1/20 de la population, sont définis comme ayant une HBL, une hypobêta-lipoprotéinémie. Dès lors qu'il n'y a pas de cause secondaire, il faut savoir que l'hyperthyroïdie, ça peut faire baisser le cholestérol, bien sûr des traitements hypolipémiants, et puis vous avez d'autres causes plus rares de syndrome néphrotique ou d'atteinte hépatique. Et aussi éventuellement certains régimes alimentaires. L'origine principale, sinon, elle est mono ou polygénique, essentiellement monogénique, sinon il y a des formes polygéniques, c'est-à-dire que plusieurs gènes vont influer un peu sur ce niveau de cholestérol. Et là, je vous embête avec un peu de génétique, même si je ne suis pas généticien moi-même, c'est parce que ça va avoir une importance fondamentale sur les conséquences de ce LDL. Parce que derrière ça, ce qu'on va comprendre assez vite, c'est que ce n'est pas le LDL bas qu'il faut regarder comme responsable ou pas de ce qu'on va chercher, mais c'est la cause, la fonction qui a rendu ce LDL bas. Là, pour l'instant, sur le tableau de gauche, vous avez toutes les causes qui peuvent être parfois hétérozygotes ou homozygotes qui vont favoriser le cholestérol bas, notamment l'habitalipoprotéinémie, mais qui est à peine viable avec des atteintes neurologiques et ophtalmologiques qui sont très graves. Et puis une cause beaucoup plus fréquente, qui est la HBL familiale, sur laquelle on va se concentrer, qui est une mutation du gène ApoB, qui est donc loin la plus fréquente de la population française. Et puis on a d'autres formes, d'autres gènes ici qui augmentent le catabolisme des lipoprotéines et du LDL cholestérol. Et ça va avoir des conséquences très très importantes, cette différenciation pour la thérapeutique, puisque tout ce que vous voyez là comme nom barbare, MTTP, ANGPTL3, PCSK9, ce sont des cibles thérapeutiques et on va utiliser des médicaments pour cibler ça. Et ça va se retrouver assez bien dans les thérapeutiques, puisque ceux de gauche vont être associés à des stéatoses hépatiques, voire pire, ce dont on vient de vous parler avant, et ceux de droite vont plutôt avoir une innocuité hépatique qui est observée jusqu'ici. Comme je vous le disais, c'est la mutation ApoB qui est la cause la plus fréquente de la population générale actuellement. C'est en général asymptomatique, ce serait lié à une protection cardiovasculaire et on sait par contre que ça augmente le risque de stéatose hépatique sans que ce soit très précis en termes quantitatifs. La question est l'évolution sur le long terme de ces patients qui présentent cette hypobêta-lipoprotéinémie d'origine mutation ApoB. Et ça rejoint les schémas que vous avez vus dans la présentation précédente, avec le risque, à terme, que cet excès de graisse au niveau du foie puisse se transformer en cirrhose, en fibrose, inflammation, cirrhose, voire carcinome hépatocellulaire. L'objectif de notre travail ici, ça va être d'estimer le surrisque de maladie hépatique chez ces patients HBL, en particulier, je vous l'ai dit, cirrhose et cancer hépatique primitif. Pour ça, on s'attend à des signaux attendus plutôt faibles, donc on ne peut pas faire une cohorte monocentrique dédiée à ça. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de grandes cohortes comme la cohorte Constance, et un suivi plutôt long. Et puisqu'on est particulièrement paranoïaque, on va dupliquer nos travaux, et après l'avoir fait sur la cohorte Constance, on va le faire également sur la cohorte UK Biobank, donc cette fois-ci Royaume-Uni, avec à peu près 400-500 000 personnes. La cohorte a été constituée comme ceci ici. Vous avez l'équipe en haut à gauche du CHU de Nantes, Institut du Thorax, avec notamment Bertrand Cariou et Sarah Smati, qui ont contacté le conseil scientifique de Constance, qui leur a autorisé à regarder la base. On a retiré les personnes qui déclaraient ne pas manger de viande, on a retiré les personnes qui avaient un hypolipémiant, notamment statine, etc., et celles qui n'avaient pas de LDL cholestérol calculable. Et on a gardé, comme je vous l'ai dit, ceux qui avaient un cholestérol normal, LDL-C entre 40e et 60e percentile, et ceux qui avaient un LDL bas.
Et à partir de ça, on a regardé toutes les informations à l'inclusion. Donc celles-là, on les avait grâce à la cohorte Constance, mais aussi grâce au SNDS, on a pu regarder ce qui se passait avant et ce qui se passait après, ici pour l'intervalle de temps 2009-2019. Et bien sûr, on a recherché ces histoires de cirrhose décompensée et de carcinome hépatocellulaire. Tout ça, pour ceux qui ne connaissent pas le SNDS, en mêlant des informations à la fois des affections de longue durée, des traitements médicamenteux délivrés, notamment c'est très précieux pour le diabète, et des hospitalisations avec des codages hospitaliers. Le diagramme de flux, je vais aller très vite dessus, c'est comment est-ce qu'on a obtenu cette population. On avait un peu plus de 200 000 personnes dans Constance. Après sélection sur les éléments que je viens de vous partager, notamment sur l'alimentation, sur les traitements hypolipémiants, une deuxième sélection sur les traitements hypolipémiants identifiés dans SNDS. On avait un peu moins de 140 000 personnes sans cause secondaire évidente d'hypo-bêta-lipoprotéinémie. Et parmi ceux-là, on a pris ceux avec un cholestérol normal et ceux avec un cholestérol bas, donc des cohortes à peu près de 7 000 et un peu moins de 28 000 personnes. Tout ce schéma-là, je ne vous le répète pas, mais a été répliqué par cette équipe ici, Antoine Rimbert et Thomas Goronflot de l'Institut du Thorax, dans la cohorte UK Biobank, ce qui nous a permis aussi, bien sûr, de présenter les résultats de façon conjointe. Je ne vais pas vous infliger des tableaux trop longs, mais c'est intéressant à discuter, notamment avec ce qu'on a dit précédemment sur le syndrome métabolique. Vous avez la cohorte contrôle au milieu et la cohorte HBL légèrement sur la droite. Et vous voyez que la cohorte HBL, donc ceux qui ont un cholestérol bas, certes, ont un IMC un peu plus bas, donc un poids par rapport à la taille un peu plus bas, un tour de taille un peu plus bas, donc des paramètres plutôt positifs sur le plan métabolique, mais ils ont aussi plus de diabète. Ils ont 2 fois plus de diabète dans la population ici pour une simple analyse transversale. On ne parle pas de causalité. On voit aussi que pour la consommation d'alcool, hasard ou coïncidence, c'est des patients ici qui vont consommer plus d'alcool. À l'inclusion, là, cette fois-ci, si on regarde le profil métabolique sur le bilan du cholestérol, on observe ce qui était attendu, des triglycérides un peu plus bas, HDL un peu plus élevé et le LDL par construction un peu plus bas. Et sur les paramètres hépatiques, c'est relativement similaire, mais quand même, sur gamma-GT et transaminase, c'est un tout petit peu plus faible dans la population HBL. Par contre, dès qu'on regarde le transversal ici, donc c'est un rapport de prévalence, c'est un bête rapport brut sur le nombre de maladies dans chacune des populations rapportées à la taille de la population. On a des rapports de prévalence qui sont très très élevés, qui sont supérieurs à 7, à la fois pour Constance et UK Biobank, pour le risque, pour l'association soit avec la cirrhose compliquée, soit avec le cancer. Maintenant, si on oublie cette approche transversale et qu'on va vers le longitudinal, ça reste pour l'instant des analyses brutes, donc on a simplement contrôlé l'âge et le sexe, et on va voir, là vous avez sur cette colonne les ratios de densité d'incidence. En fait, c'est des rapports de risque d'événements qui ne prennent pas en compte pour l'instant de facteurs d'ajustement, mais par contre qui prennent en compte le temps total de suivi de chacune des personnes. Et on voit qu'à la fois sur les complications cirrhotiques, le cancer du foie et un élément composite qui va mixer les deux, dans les 2 cohortes, on a un surrisque manifeste avec des RDI, donc ce rapport de risque qui va de 2 à 5, et après ça dépend aussi si on regarde la borne supérieure ou inférieure de l'intervalle de confiance. On a fait des analyses de sensibilité. Ici, on a supprimé tous les patients qui ont un facteur de risque hépatique, qu'on vous a cité plus tôt, l'obésité, le diabète, la consommation d'alcool notamment. Et on va voir que ce RDI reste... pour Constance, on n'a plus la significativité statistique. Par contre, on la conserve dans UK Biobank pour les complications hépatiques. Mais c'est à noter qu'on la perd par contre pour le cancer du foie. Enfin, dernière ici, analyse de sensibilité, on a cette fois-ci défini l'hypobêta-lipoprotéinémie non pas par le 5e percentile, mais par le 1er percentile. Donc on a regardé un phénotype beaucoup plus caractéristique. C'est 1% de la population française ou ici du Royaume-Uni qui va correspondre à cette définition. Et là, ces IDR, ces rapports de densité-incidence, vont être très augmentés encore par rapport à ceux qu'on avait pu observer pour le 5e percentile, donc ce qui ressemble à ce qu'on appelle une relation dose-effet en épidémiologie. En conclusion, les principaux constats, c'est quand même qu'on a une population avec un profil métabolique plutôt favorable chez ceux qui ont une hypo-bêta-lipoprotéinémie, même s'il y a plus de diabète tout de même. Il y a un surrisque de complications hépatiques. On ne parle pas ici d'étiologie, on ne dit pas que c'est causal. Par contre, il y a un surrisque qui est effectivement observé dans les 2 cohortes, avec des intervalles de confiance cependant assez larges. La causalité, ça reste incertain. Et la place des facteurs de risque, notamment, est-ce que c'est une action synergique ou est-ce que c'est des facteurs de risque qui vont évoluer indépendamment de la prise d'alcool, de l'obésité, etc. Ça reste encore à déterminer. Les principales limites, et c'était l'opposition proposée par les reviewers qui ont lu le papier, c'est la question de la causalité inverse et des biais de confusion, notamment sur la causalité inverse, on avait un gros risque que des patients aient déjà leur cancer au moment où ils ont été vus dans Constance, qui peut diminuer le cholestérol. Et pour ça, on a fait ce qu'on appelle une landmark analysis, c'est-à-dire qu'on a supprimé ici les 5 premières années de suivi. On a regardé que les cancers qui survenaient après au moins 5 ans de suivi. Mais si on pourra discuter de le faire encore sur des périodes plus lointaines.
Et on a regardé aussi sur une partie génétique, alors que dans UK Biobank, on a regardé les patients qui avaient une mutation ApoB, donc les mutations dont je vous ai parlé au début, et on a vérifié que ces patients-là avaient bien aussi un surrisque de cancer, là par rapport à la population générale, sans mutation ApoB, et en restant bien sur les patients avec ou sans diminution de LDL cholestérol. Toutes ces données ne sont pas solides en soi, il faudrait les répéter, notamment sur des données répétées, avec le LDL cholestérol qui pourrait être redosé dans la durée et avoir un plus long recul pour s'assurer, encore une fois, vraiment éliminer notamment ce biais de causalité inverse. Les prochaines étapes du travail, je vous ai déjà expliqué pour la question de l'exploitation de constance avec cette population HBL. On mène un travail, c'est pour ça que je parlais de little data, donc là on est sur du big data avec des centaines de milliers de personnes. À Nantes, on a fait une cohorte qui s'appelle Hippocol, qui est notamment suivie par Sarah Asmati, qui s'intéresse à des patients qu'on a identifiés comme ayant un cholestérol bas sur la région nantaise. Et ces patients-là, on leur fait un phénotype plus avancé avec des fibroscans, avec des investigations, avec la génétique, pour essayer de voir si eux ont plus d'atteintes hépatiques. Et pour la génétique, j'informerai Antoine Rimbert qu'il est prévu de faire un génome sur une centaine de milliers de personnes de Constance, parce que ça va l'intéresser beaucoup. C'est pour conclure, on a beaucoup parlé de recherche, on parle de recherche translationnelle, de big data, etc. Je veux insister sur le fait que c'est des recherches qui sont vraiment très, très étroitement liées aux soins. Donc là, on ne peut pas, avec ce résultat, dire qu'il faudrait faire un screening des personnes qui ont une hypo-bêta-lipoprotéinémie pour regarder s'ils ont un cancer du foie ou pas. Ce n'est pas des arguments suffisants, ça pourrait coûter très cher pour ne rien trouver. Par contre, on a déjà... avec ces chiffres-là, des choses qui sont utiles au quotidien avec les patients. Notamment, on n'a pas beaucoup de vraies normes de LDL cholestérol en France. Ça, c'est ce qu'on établit donc, dans cette population qui n'a pas de statine, pas d'hypolipémiante, pas de cause secondaire d'hypo-bêta-lipoprotéinémie. C'est l'augmentation du LDL en fonction de l'âge. C'est par tranche d'âge de 5 ans. On voit que le LDL monte avec l'âge. C'est plutôt ce qui est au milieu qui vous intéressera le plus, peut-être, c'est la valeur médiane. On voit aussi que les courbes entre les hommes et les femmes, au tout début, vers 18-20 ans, les hommes sont un peu supérieurs aux femmes. En termes de, c'est-à-dire qu'ils ont un peu moins de LDL cholestérol. Ensuite, les femmes vont passer sous la courbe des hommes jusqu'à 50-60 ans, jusqu'à la ménopause. Et après, les femmes vont avoir plutôt plus de cholestérol que les hommes après 60 ans, peut-être aussi avec un biais de mortalité. Et enfin, et pour conclure, pourquoi je dis que c'est très, très utile dans le soin, c'est parce qu'on se retrouve avec ce type de tableau qui est complètement illisible ici et maintenant, mais qui est publié avec notre article et qui nous permet de dire à un patient donné où se trouve son LDL cholestérol. Par exemple, ici, je vais m'intéresser à un homme de 61 à 65 ans et je vais voir que son 95e percentile, je n'arrive pas à lire parce que je suis trop penché, est autour, dans mon souvenir, de 2 grammes. C'est très important pour nous parce qu'on fait beaucoup de recherches d'hypercholestérolémie familiale, donc l'autre frange du spectre, avec des gens qui sont très inquiets, parfois à 60 ans, de se découvrir un cholestérol à 2 grammes. Mais chez les hommes et même chez les femmes, c'est souvent pas du tout exceptionnel. Et s'ils avaient un cholestérol normal pendant toute leur vie, on peut les rassurer sur le fait que là, c'est sans doute avec l'âge que ce cholestérol est apparu, mais qu'il n'y a pas besoin de faire une enquête familiale pointue et de faire de la génétique derrière. Je vous remercie pour votre attention et je remercie notamment toutes les équipes qui ont contribué, notamment la cohorte Constance, et on les nomme pas assez, mais il y a également les équipes de la CNAM et du CSD sans qui toutes ces études ne seraient pas possibles. Je vous remercie. Peut-être qu'il y a des questions là quand même. Oui, Laurence Serfati. Bonjour. Bon, l'hypo-bêta, moi je connais bien parce que je l'ai étudié dans l'hépatite C. Il y a énormément d'hypo-bêta, hypotémie dans l'hépatite C qui a été corrigée après éradication du virus. Donc on s'est intéressé à la familiale. Moi je suis déjà étonné. Alors, quand on voit les chiffres là d'hypocholestérolémie, ça ne correspond pas du tout aux chiffres que nous on a d'hypo-bêta, l'hypopédémie génétique familiale. C'est beaucoup plus rare. Là, vous avez pris tous les patients qui étaient en dessous du 5e percentile. Donc je pense que là-dedans, il y a beaucoup de patients qui n'ont pas vraiment une hypo-bêta, on va dire, d'origine génétique, parce que c'est ceux-là qui nous embêtent le plus. C'est-à-dire c'est des patients avec des stéatoses massives. Moi, dans l'expérience que j'ai, c'est que ces patients avec des hypo-bêta, finalement, il ne se passe pas grand-chose. Donc c'est intéressant de dire... Alors, il y a quelques papiers, 1 ou 2 papiers italiens, parce qu'ils sont intéressés à les hypo-bêta familiales, où ils ont trouvé en effet quelques cancers du foie. Donc on dit maintenant, faites attention. Donc c'est vrai que c'est important ce message. Si vraiment vous trouvez que sur une large population, vous avez des patients à risque de faire des cancers du foie, des cirrhoses et autres, je crois que c'est un message en effet qui est important. Mais pour l'instant, ce n'est pas un message qu'on a nous. Moi, je dis, la seule chose qui me retienne un peu sur votre papier, enfin, votre étude, c'est clairement, c'est que vous avez, je pense que vous avez mélangé plein de causes d'hypocholestérolémie. Parce que si on prend les hypocholestérolémies, les patients qui prennent des statines déjà, des patients qui peuvent être dénutris, des patients qui ont d'autres maladies qui peuvent expliquer cette hypocholestérolémie.
Je vous remercie beaucoup pour ces commentaires. Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. C'est pour ça que j'ai insisté au début sur la question de la définition. Et je ne connais pas de définition universelle de cet HBL. On peut le mettre au 5e, au premier percentile, ou trouver un fondement génétique derrière. C'est pour ça aussi, au début, je suis allé vite là-dessus, mais il y a aussi beaucoup de causes polygéniques qui, à mon avis, expliquent la situation de beaucoup de ces patients. On a beaucoup moins de crainte pour leur foie. Donc ça, c'est l'intérêt de l'étude Hippocol par Bertrand Cariou et Sarah Asmati, que vous connaissez bien, où, là, pour le coup, par le FibroScan, en ce moment, le papier est en révision, mais on trouve un nombre très important de gens qui ont plus de 12 kPa au FibroScan. Mais il y a 120 patients. C'est pas pertinent sur le plan statistique.